Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je crois que ma famille joue la comédie. Je suis marié à Sophie, mon épouse depuis 15 ans. Nous avons 2 enfants, Charles 10 ans et Hélène 8 ans. J'ai toujours imaginé que nous étions la famille parfaite. Une belle maison spacieuse dans un beau quartier. Peu de disputes, des enfants bien élevés et en bonne santé avec de bonnes notes. Tout semblait parfait. Mais dernièrement, j'ai remarqué des choses qui m'ont fait remettre en question tout ce qui se passait dans ma vie. Mais commençons par le commencement. J'ai toujours été un bourreau de travail. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu une moyenne de 300 jours de travail par an. Je passe plus de temps dans les aéroports qu'avec ma propre famille. Il est donc normal que les choses changent lorsque je me retrouve soudain coincé à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça que j'essayais de justifier cette bizarrerie. Je n'ai pratiquement pas passé un week-end entier avec ma famille depuis des années. Il va falloir du temps pour s'habituer à ce que je traîne ici en permanence. Il y a quelques mois, j'ai subi une grave blessure au cou dans le cadre de mon travail, ce qui m'a valu d'être hospitalisé pendant 2 bonnes semaines. Je vais à peu près bien maintenant, mais en raison de la nature de la fracture, je dois encore porter une minerve pour me stabiliser. Et il me faudra au moins 2 mois avant d'être prêt à travailler de nouveau. Je passe donc mes journées à errer dans la maison, ne sachant pas trop quoi faire de moi-même. Ma femme est une mère au foyer. Elle est l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une sortie d'entreprise il y a 17 ans et nous nous sommes immédiatement entendus. Très vite, nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, enfin vous connaissez la chanson. Elle a quitté l'entreprise à la naissance de Charles et je gagnais assez pour nous deux, alors j'étais heureux de l'avoir heureuse à la maison. Mais maintenant, les choses sont différentes. Je ne sais pas si elle est encore heureuse. Elle sourit toujours, elle rit toujours, mais c'est tellement dépourvu d'émotion. C'est forcé même. Et elle sort en cachette quand elle pense que je fais la sieste. Au début, je pensais qu'elle avait une liaison ou quelque chose comme ça, mais je n'en suis plus sûr. Mes enfants sont bizarres avec moi. Charles ne me regarde pas dans les yeux et Hélène semble m'éviter à tout prix. Les premières semaines, j'ai fait comme si de rien n'était. Ils avaient juste peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais le temps n'a pas aidé. Le temps n'a fait qu'empirer les choses. Ma femme continue de les envoyer chez ses parents tous les week-ends. Ils s'y plaisent, dit-elle. En plus de ça, elle les laisse dormir chez leurs amis trop souvent, même les soirs d'école. J'ai essayé de fixer des limites, mais ma femme n'en tient pas compte. C'est elle qui les connaît le mieux, dit-elle. On ne peut pas dire le contraire. La nuit, quand elle pense que je dors, ma femme sort du lit et passe un coup de fil. Un seul. Elle s'absente pendant environ 30 minutes avant de retourner au lit. J'ai essayé de me glisser derrière elle, mais je n'arrive jamais à m'approcher suffisamment pour l'écouter. J'obtiens quelques mots et quelques phrases, mais rien qui n'ait de sens. Elle a l'air visiblement bouleversée, c'est ce que j'ai compris. Les premières fois, je l'ai confrontée à ce sujet, mais elle m'a simplement dit que c'était une de ses amies qui avait besoin d'un conseil. Je n'ai pas voulu aller trop loin, à cause de la façon dont elle me regardait. Des yeux froids et sans émotion. Je tremble à l'idée d'y penser.
J'ai essayé de conduire mes enfants à leur entraînement de football et à la gymnastique 2 fois par semaine, dans l'espoir d'entamer une conversation. Ils semblaient vraiment contrariés à l'idée que je les emmène quelque part. Et ma femme a désespérément essayé de me faire changer d'avis, mais j'ai insisté. J'ai arrêté de les emmener au bout d'1 semaine. Leur regard m'a tout simplement fait peur. C'était comme si ma seule présence les mettait tellement mal à l'aise qu'elle provoquait presque des crises de panique chez eux. Je ne savais plus où donner de la tête. La nuit, éveillé, mon esprit commençait à dériver. J'ai toujours dit en plaisantant que je passais tellement de temps loin de ma famille qu'il pourrait facilement être remplacé et que je ne m'en apercevrais presque pas. C'est alors que je me suis souvenu de l'incident Charles. Je me suis redressé dans mon lit, en sueur. L'incident Charles. Lorsque Charles avait 2 ans, quelques mois avant la naissance d'Hélène, j'avais passé des mois entiers à travailler sans rentrer à la maison. Lorsque je suis enfin rentré chez moi pour un long week-end bien mérité, ma femme et mon fils m'ont accueilli à l'aéroport. Mais ce n'était pas mon fils. Je ne l'ai pas du tout reconnu. Je suis resté figé pendant de longues minutes avant que ma femme, qui avait l'air assez troublée, ne me sorte de ma torpeur. Elle m'a ordonné de prendre mon fils dans mes bras. Je l'ai pris et je l'ai regardé fixement. Il ne me semblait pas du tout familier. À ce moment-là, je commençais à me sentir mal, comme si j'avais envie de vomir ou quelque chose du genre. Je ne comprenais pas pourquoi je ne le reconnaissais pas. De retour à la maison, j'ai tout raconté à ma femme. Elle m'a dit que c'était parce que j'avais passé trop de temps loin d'eux. Les enfants de cet âge grandissent et changent à un rythme fou, m'a-t-elle expliqué. J'ai mis des semaines à l'accepter, mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'agissais comme un fou et j'ai repris le cours de ma vie. L'idée de l'incident de Charles a réveillé quelque chose en moi. J'ai commencé à repenser à d'autres choses étranges, apparemment inexplicables, comme le fait que je n'étais pas présent lorsque ma femme a donné naissance à l'un des enfants. Je n'ai pas été très présent pendant le dernier trimestre de ses grossesses. Je n'ai jamais rencontré aucun membre de sa famille, à l'exception de ses parents, qui ont toujours été très étranges avec moi. J'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées rien qu'en y pensant. Les 17 dernières années de ma vie étaient-elles un mensonge ? Cela semblait impossible, mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. La seule chose dont j'étais certain, c'est que je devais aller au fond des choses. Sinon, j'avais peur de perdre la tête. J'ai commencé à prêter plus d'attention à chaque détail qui se passait dans la maison. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque mouvement, chaque petit détail qui pouvait expliquer ce qui se passait. Il y avait toujours quelque chose qui n'avait pas de sens. Une toute petite chose qui attirait mon attention. Par exemple, la façon dont ma famille semble toujours parler dans un ordre parfait, comme s'ils lisaient un script. Autre exemple, ils semblent toujours savoir qui va arriver dans l'allée quelques instants avant que cette personne n'arrive, comme s'il s'agissait d'une mise en scène élaborée tout autour de moi. Je devenais de plus en plus paranoïaque, et je pense qu'ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi. C'est alors que ma femme m'a envoyé en thérapie. Elle m'a dit que j'en avais besoin, que j'agissais différemment depuis que j'étais rentré à la maison. Comme si tout était de ma faute. J'ai essayé de lui expliquer que j'étais probablement un peu anxieux
parce que je n'avais pas l'habitude de vivre ici, mais elle n'a rien voulu entendre. Ma première séance s'est déroulée comme je le soupçonnais. Le thérapeute essayait désespérément de me faire douter de moi-même et de mes motivations. Je n'ai rien partagé avec lui. Je ne pouvais tout simplement pas lui faire confiance. Peut-être était-il dans le coup? Peut-être essayait-il de m'étiqueter comme un fou? De m'enfermer dans un asile de fous? Dans quel but? Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas me permettre d'étaler mes soupçons tout de suite. Il me fallait des preuves. J'ai dit à ma femme que tout s'était bien passé et que je comprenais que j'y allais peut-être un peu fort. J'ai promis d'y aller plus doucement et de ne forcer personne. Je laisserai faire tout le monde et j'apprendrai au fur et à mesure à m'intégrer. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. Elle a souri d'un de ses faux sourires évidents et m'a serré froidement dans ses bras. Elle était si contente, m'a-t-elle dit. « J'allais m'améliorer en un rien de temps, » disait-elle. « Mais oui, c'est ça, cause toujours. » Je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé la question sous le bon angle. Je n'aurais pas dû donner mes soupçons si facilement. J'aurais plutôt dû suivre la seule piste qu'ils ne pouvaient pas cacher. L'argent. S'ils étaient vraiment des acteurs, ils devaient être payés, non? Et il devait bien y avoir une preuve de transaction quelque part. Même s'ils étaient payés en liquide, je pourrais peut-être les suivre et les prendre sur le fait. Ouais, c'était une bonne idée. J'ai passé des jours sans dormir, à éplucher les relevés bancaires, les reçus, le GPS de la voiture, sans parvenir à rien. Tout semblait aller pour le mieux. Rien ne sortait de l'ordinaire. Je m'arrachais les cheveux de désespoir quand le destin s'en est mêlé et qu'ils ont fait une erreur. Une toute petite erreur. Ils auraient pu facilement s'en tirer si je n'étais pas déjà dans un état de conscience total. Un matin, ma femme préparait les enfants pour l'école. Tout était normal. Après avoir pris le petit déjeuner, ma femme les a emmenés dans la voiture. En hâte. Avec le bon vieux, on va être en retard à l'école. Mais il y avait un petit détail qui clochait. L'école était fermée ce jour-là. Ma femme ne le savait pas, mais j'avais consulté tous les documents qui me tombaient sous la main, dont le calendrier scolaire. Et ce jour-là, comble du hasard, elle était bel et bien fermée. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé un tel sentiment. C'est un mélange de soulagement total et de dévastation totale à la fois. Me prouver que je n'étais pas fou, mais en même temps réaliser que ma vie n'était qu'un mensonge. J'ai su alors à ce moment-là que la journée allait être très très longue. Non seulement ma femme ne s'est pas rendue compte que l'école était fermée, mais elle a aussi oublié son sac à main. J'en ai donc profité pour faire des fouilles et j'y ai trouvé la seule chose que je cherchais depuis quelques jours. Un bulletin de paye. Le bulletin de paye n'était pas libellé à son nom, ou du moins au nom que je lui connaissais. Il était libellé au nom de Mélanie Rimbaud. Mais ce n'est pas ce petit détail qui m'a déconcerté. C'était autre chose. Quelque chose d'extrêmement troublant. Quelque chose d'impossible. C'était le nom de l'employeur. C'était moi. L'employeur, c'était moi.